Clubhouse est un lieu d'accueil et d'accompagnement destiné à des personnes vivant avec des troubles psychiques qui reposent sur des valeurs fortes, l'entraide, la participation et le pouvoir d'agir. Les membres et les professionnels y collaborent au quotidien dans un esprit d'égalité, chacun contribuant selon ses capacités et ses envies. C'est dans ce contexte que nous avons choisi de participer à cet événement en lisant et analysant un chapitre issu de l'ouvrage Le rétablissement de Harley Davidson. Ce travail a été réalisé en groupe à partir de nos échanges, de nos réflexions communes et de nos expériences personnelles. Nous, les membres présents pour cette restitution, avons participé activement à la lecture, à la compréhension et à la discussion du texte. Le chapitre que nous présentons s'intitule « Je ne sais pas comment trouver mon chemin dans ce monde ». Il nous a particulièrement interpellés, car il fait écho à des réalités que nous connaissons et que nous vivons pour beaucoup d'entre nous. Ce chapitre s'inscrit dans le courant de la recherche participative en santé mentale, fondée sur le principe « rien sur nous sans nous ». Cela signifie que les personnes concernées par des troubles psychiques ne sont plus seulement des sujets d'étude, mais deviennent actrices de la recherche et participent à la production des connaissances. L'étude présentée a été menée par un collectif composé majoritairement de personnes vivant avec des troubles psychiques. Elles ont participé à toutes les étapes de la recherche, de la collecte des données à leur analyse, en collaboration avec des chercheurs également concernés. L'objectif était de produire des connaissances utiles pour améliorer concrètement les pratiques en santé mentale. L'enquête repose sur 80 entretiens biographiques approfondis. Elle s'intéresse à la vie quotidienne des personnes, à leurs aspirations, à leur perception des services de santé mentale, ainsi qu'aux formes de soutien qu'elles jugent nécessaires. Cette approche permet de mieux comprendre leur vécu, souvent peu pris en compte dans les approches traditionnelles. Un premier résultat important concerne la manière dont le rétablissement est vécu. Contrairement à certaines visions qui le réduisent à la gestion de symptômes, le chapitre montre que le rétablissement s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large. Les personnes doivent faire face à des difficultés multiples et qui se cumulent souvent les unes avec les autres. Précarité, isolement, absence de logement, rupture familiale et professionnelle. Ces dimensions sociales ne sont pas négligeables, mais centrales dans le vécu des troubles psychiques. Elles contribuent à une forme de souffrance globale dans laquelle la pathologie n'est qu'un élément parmi d'autres. Les témoignages mettent en évidence des pertes importantes, pertes de relations, de statut social, d'identité, ou encore de continuité dans leur parcours de vie. Cette accumulation peut entraîner un sentiment d'effondrement et une grande fragilité. Un deuxième résultat fondamental concerne le sentiment de survie, exprimé par les enquêtés. Ils décrivent une vie au jour le jour, sans réelle projection dans l'avenir. Cette situation s'accompagne souvent d'un isolement social, d'un sentiment d'inutilité et d'une difficulté à se définir. Cependant, les personnes continuent à avoir des aspirations. Elles expriment des envies simples mais essentielles. Avoir un logement stable, travailler, créer des liens, retrouver une certaine autonomie. Ces aspirations montrent un désir profond de retrouver une vie réelle perçue comme porteuse de sens. Le chapitre identifie également plusieurs types d'obstacles au rétablissement. Il y a d'abord les obstacles matériels, comme le manque de ressources, de logement ou encore de transport, qui limitent fortement les possibilités d'action. Ensuite, les personnes qui témoignent évoquent les difficultés directement liées aux troubles, eux-mêmes, lesquelles peuvent réduire la capacité d'agir, notamment en raison de limitations cognitives, physiques ou émotionnelles. À cela s'ajoute un élément particulièrement important, l'intériorisation de la stigmatisation. En effet, de nombreux participants en viennent à se percevoir eux-mêmes comme le problème, développant un sentiment d'infériorité ou d'incapacité. Cette auto-culpabilisation constitue un frein majeur au rétablissement, car elle affecte l'estime de soi et la capacité à se projeter dans l'action. L'étude met aussi en évidence un sentiment d'impasse. Beaucoup de personnes se sentent bloquées sans savoir comment avancer. Ce blocage est lié à la peur de l'échec, au manque de repères et à l'absence d'accompagnement adapté. Concernant les services de santé mentale, ils sont jugés utiles pour gérer les crises et stabiliser les symptômes. Cependant, ils apparaissent insuffisants pour accompagner les personnes dans leur vie quotidienne.
Beaucoup ont le sentiment d'avoir été aidés sur le plan médical, mais pas soutenus pour reconstruire leur vie. Un besoin central ressort alors, celui d'un accompagnement empathique, bienveillant et personnalisé. Les personnes expriment le besoin d'être soutenues par quelqu'un qui pourrait être un père, un proche ou un professionnel. Cette personne serait capable d'encourager, de rassurer, d'accompagner concrètement et de transmettre des repères et des savoir-faire pratiques pour vivre en dehors de l'hôpital. De plus, le rétablissement est décrit comme un processus lent, long et non linéaire. Il se construit par petites étapes qui permettent peu à peu de retrouver confiance en soi. Les relations, le soutien social et la quête de sens jouent un rôle essentiel dans ce processus. Ils permettent aux personnes de faire face à la souffrance et de garder l'espoir. Et l'espoir joue un rôle central dans le processus de rétablissement, car il nourrit la conviction qu'une vie meilleure est possible. En conclusion, ce chapitre propose une contribution majeure à la réflexion sur les pratiques en santé mentale. Il met en évidence un décalage entre les besoins réels des personnes concernées par des troubles psychiques et les réponses proposées par les institutions. Il invite à repenser les pratiques en santé mentale en passant par des modèles centrés sur la maladie à un modèle centré sur la vie, en prenant en compte l'expérience et les besoins des personnes concernées. Ah oui, pardon. Excusez-moi. Cela suppose de reconnaître le savoir et l'expérience des personnes concernées, tout en proposant des accompagnements adaptés à chaque individu. Cela implique également de prendre en compte le contexte social et relationnel et de considérer le rétablissement comme un processus global. Après ce temps de résumé du chapitre et de présentation de ses principaux apports, nous allons maintenant vous partager les raisons pour lesquelles ce chapitre nous a particulièrement parlé, ainsi que les réflexions qu'il a suscitées au sein de notre groupe. Au-delà de ses apports théoriques et des résultats de la recherche, ce texte a souvent résonné avec nos propres expériences. Il ne s'agit pas seulement d'un travail d'observation extérieure. Ce qui est décrit fait écho à ce que nous vivons, ressentons et traversons au quotidien. En effet, nous sommes nombreux à faire le constat que nous nous retrouvons facilement pris dans un mécanisme mental où on est en mode survie. Au début, ça peut nous aider à tenir face à des moments difficiles, mais avec le temps, cela peut devenir une sorte de piège. On s'enferme dans sa bulle, croyant se protéger, évitant de se projeter, mais le schéma devient souvent négatif. On rumine beaucoup, on peut avoir des comportements qui nous font du mal, on perd l'envie, l'élan, et on devient très dur avec soi-même, on s'auto-stigmatise. Souvent, cela s'accompagne d'un repli sur soi. Se projeter dans la semaine, avoir un rythme devient souvent très compliqué. On a de plus en plus de mal à aller vers les autres, à maintenir des liens sociaux ou simplement à sortir de chez soi. Ce chapitre décrit donc une réalité que nous connaissons bien, survivre plutôt que vivre. La deuxième raison de notre choix, c'est qu'à la lecture de ce chapitre et en croisant nos expériences, nous pensons aussi que nos difficultés ne concernent pas uniquement la gestion des troubles psychiques. Beaucoup d'autres épreuves nous ont mis en difficulté. Ça peut être lié à d'autres obstacles, à des expériences de vie, à plein de choses qui s'accumulent et qui renforcent ce sentiment d'être perdu. Beaucoup d'entre nous ont connu des ruptures dans leur parcours, à l'école, dans les relations amicales ou familiales, ou dans la vie professionnelle. Ces ruptures peuvent entraîner des échecs et surtout un sentiment de ne plus vraiment se connaître ni se reconnaître. Nous avons tous vécu des difficultés d'isolement social comme évoquées dans ce chapitre. Certains d'entre nous vivent seuls, tandis que d'autres vivent en famille, mais nous partageons malgré tout un sentiment de solitude lorsqu'il s'agit d'évoquer nos troubles psychiques. Pour nous, le Clubhouse nous permet d'être dans un lieu où nous pouvons parler librement, mais aussi faire de nouvelles rencontres, apprendre à vivre en communauté,
retrouver une place dans le groupe et peu à peu regagner confiance en soi. Cela permet aussi de sortir de notre jugement dévalorisant sur nous-mêmes et d'être fier de ce que l'on réalise et de ce qu'on est. Dans cette perspective, l'enjeu n'est pas uniquement de se soigner, dans le sens médical du terme, ni de faire disparaître les symptômes. L'enjeu est plus large. Il s'agit de retrouver une place dans la société, de se reconnecter à soi-même, à ses envies, à ses projets. Les aléas de la vie nous fragilisent, c'est un fait. Mais le véritable défi, ensuite, c'est de reconstruire quelque chose. Une continuité, un projet de vie, du sens dans notre parcours. Et c'est exactement ce que permettent certains espaces comme le Clubhouse, un lieu où l'on peut réapprendre à vivre, participer à des projets concrets, à son rythme, dans un cadre sécurisant et sans jugement. Les journées structurées permettent de retrouver des repères, de reprendre des activités et petit à petit de reconstruire une image de soi plus positive. Nous partageons également tous l'idée que le soin est fondamental, car il y a eu des moments où nous étions en situation de danger pour nous-mêmes ou pour notre entourage. Certains d'entre nous sont stabilisés ou en cours grâce au traitement ou à notre avancement dans notre parcours de rétablissement. Cependant, beaucoup d'entre nous ont eu le sentiment d'avoir été soignés, accompagnés sur le plan médical, mais sans vraiment avoir été aidés à apprendre à vivre avec nos difficultés au quotidien. À la sortie de l'hôpital, espace de sécurité, on a l'impression d'être livré à nous-mêmes. C'est très violent. Autrement dit, on peut être soigné, stabilisé, mais se retrouver ensuite seul face à la question essentielle, comment vivre avec ces difficultés au quotidien? C'est là que se situe une limite importante du système actuel. Il y a parfois une rupture entre le soin médical et la vie réelle. On est accompagné dans la crise, mais moins dans la reconstruction du quotidien. On a aussi choisi ce chapitre parce qu'il met en évidence un besoin fondamental, celui d'un accompagnement adapté et individualisé, c'est-à-dire de ne pas être uniquement pris en charge en tant que patient, mais d'être accompagné en tant que personne, avec des besoins, des envies et une histoire propre. Cet accompagnement peut venir d'un proche, d'un professionnel ou d'un père. L'important n'est pas uniquement le statut de la personne qui accompagne, mais la qualité du lien et la compréhension mutuelle. Dans ce contexte bienveillant, l'accompagnement peut être à la fois individuel et collectif. Il repose sur l'idée que chacun avance à son rythme, mais jamais complètement seul. La paire aidance prend ici tout son sens. Les savoirs expérientiels acquis par des personnes qui ont des vécus similaires permettent de se sentir compris autrement, sans jugement et avec une forme d'égalité dans le partage. Au Clubhouse, tous les membres sont des personnes concernées avec des troubles psychiques. La paire aidance s'y pratique de manière informelle. Aucun temps spécifique n'y est consacré. Les échanges se font librement, sans tabou, chacun partageant son vécu dans la mesure de ce qu'il souhaite exprimer pour avancer dans son parcours de rétablissement. De plus, ce chapitre porte une forme d'espoir que nous partageons au Clubhouse. Il montre que les personnes vivant avec des troubles psychiques ne manquent ni de volonté, ni de désir de vivre, mais qu'elles ont surtout besoin d'expériences concrètes et d'un soutien adapté pour retrouver leur place dans la société. Le rétablissement, c'est souvent un chemin progressif. Par exemple, ça peut commencer par une injonction à soi-même. Il faut que j'aille à la piscine pour me bouger. Puis devenir une envie plus douce. Ce serait chouette d'y retourner. J'aimais ça avant. Ensuite, on rencontre des difficultés. C'est dur d'y aller seul. On cherche des solutions. À deux, ce serait mieux. Et finalement, une mise en action. J'ai trouvé un membre du Clubhouse pour y aller. Et là, on peut dire « Yes, I can ». Ce type de progression montre bien comment on avance par petites étapes. De manière plus générale,
Toute personne vivant avec des troubles psychiques peut connaître une forme de désorientation, un manque de repères. D'où l'importance de reconstruire son image de soi tout en restant en mouvement, en cohérence avec ses valeurs et sa personnalité. Nous pensons qu'il ne s'agit pas forcément d'être guéri au sens strict, mais plutôt d'avancer du mieux possible avec ses troubles, en trouvant ses propres repères. Au Clubhouse, on a justement la possibilité de construire des projets ensemble. On est soutenu, mais sans condescendance. Et ça permet de rester acteur de sa vie à son rythme. Cela devient un lieu central, un espace où chaque contribution compte, où chaque petit progrès est valorisé et où chacun participe à hauteur de ses capacités et de ses possibilités du moment. C'est cette philosophie qui permet d'avancer un pas après l'autre. De même, ce texte donne une place centrale à la parole des personnes concernées, en valorisant leur expérience, leur point de vue et ce besoin de retrouver une place dans le monde. Chez nous, cela se traduit par une idée forte, le développement de notre pouvoir d'agir. Les membres ne sont pas des bénéficiaires passifs de services, mais des acteurs à part entière de leur parcours. Nous pouvons décider, proposer, construire et participer activement à la vie collective, ce qui nous permet de reprendre confiance et de nous remettre en mouvement. Dans ce cadre, on trouve déjà une place dans cette communauté, on est d'emblée accepté. C'est souvent un premier pas essentiel pour ensuite pouvoir retrouver sa place dans une société qui peut encore être très stigmatisante face aux différences. De plus, une autre mission importante du Clubhouse, c'est aussi de faire évoluer le regard sur la santé mentale et de lutter contre la stigmatisation auprès de différents partenaires. Nous participons activement à différents événements en ce sens, comme par exemple des sensibilisations en santé mentale auprès des entreprises, notre présence au Conseil rennais en santé mentale, ou encore l'animation de ciné-débats et bibliothèques vivantes dans des lieux culturels. L'objectif, c'est aussi de vouloir exister et de faire avancer les choses pour une société plus inclusive. Pour conclure, ce chapitre nous a particulièrement touchés parce qu'il parle de nous. Il met en lumière une réalité que beaucoup d'entre nous vivent, le sentiment de survie, les ruptures de parcours et la difficulté à se reconstruire. Il montre aussi que le rétablissement ne se limite pas à la disparition des symptômes, mais qu'il s'agit surtout de retrouver une place, du sens et une identité dans la société. Ce chemin passe par de petites étapes, par l'espoir, par le soutien des autres et par des environnements qui permettent d'agir et de reprendre confiance. C'est là que les approches centrées sur les personnes, le soutien par les pairs et les communautés comme le Clubhouse prennent tout leur sens. Elles permettent de sortir d'une logique de soins uniquement médicale pour aller vers une logique du prendre soin de soi, où la participation, la socialisation et la reprise du pouvoir d'agir permettent d'avoir une vie épanouissante, active et autonome. Merci de votre écoute.